Cet épisode est en partenariat avec Preventica et il est également rendu possible grâce à vous, nos patriotes, sur Patreon. Pour plus d'informations, on se retrouve en fin d'épisode. Bienvenue sur Parlons peu, parlons ergo, un podcast de vulgarisation des connaissances autour de l'ergonomie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode intitulé « Lumière sur le digital labor » où nous parlerons de ce nouveau contexte des digital labor, de ses acteurs, mais surtout comment l'ergonomie peut agir dans ce contexte de travail particulier. Au micro, pour cet épisode, nous retrouvons Thibaut Marcoux et Cassandre Dubost. Eh bien, bonjour Thibaut. Salut Cassandre. Comment tu vas ? Ça va, et toi ? Oui, ça va très bien. Alors, chose un peu particulière pour cet épisode, c'est une collègue à toi que l'on retrouve aujourd'hui pour mettre un peu plus en lumière le digital labor. Oui, salut Célia. Salut Thibaut, salut Cassandre. Tu vas bien ? Super, et vous ? Ça va, content de faire un épisode de podcast un petit peu après la journée de boulot. Bah écoute, le plaisir est partagé. Nice, trop bien. Donc Célia Saber, tu es donc ergonome, aussi appelée méthode and process spécialiste pour Ubisoft International. Avant ça, tu as été ergonome consultante et tu as été UX researcher. Tu es diplômée du CNAM, donc le CNAM Conservatoire des Arts et Métiers à Paris. Dans le cadre de la fin de ton parcours au CNAM, tu as écrit une analyse bibliographique intitulée Digital Labor, quel regard les ergonomes peuvent-ils apporter sur ces formes émergentes du travail. Est-ce qu'il sera en ligne ou pas ? Est-ce qu'on le mettra en ligne, Célia ? Oui, ce sera possible. Je corrigerai les 2-3 fautes de frappe qui restent et puis je vous le ferai parvenir. Trop bien, trop bien. Et c'est chouette parce que c'est vrai que pour l'histoire, un peu la genèse de cet épisode, on voulait faire un épisode sur le micro-travail et sur l'ubérisation. Et quand tu m'as parlé de ton travail que tu as fait au CNAM, c'est super parce que ça touche en fait les deux thématiques qu'on voulait aborder et même tu donnes une cohérence générale à tout ça, un regard systémique et général à tout ça. Et c'est hyper intéressant, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cet épisode. Célia, pour commencer cet épisode, quand on lit ton travail et qu'on regarde aussi les travaux que tu mets dans ta bibliographie, on se rend compte que définir les digital labor, c'est vachement compliqué. Est-ce que c'est traduisible ou non déjà, Célia, pour toi ? Oui et non, c'est pour ça que j'ai commencé l'analyse bibliographique, notamment en analysant les termes, en essayant de comprendre les termes. Qu'est-ce qui se trouve derrière ? Digital, ça vient d'où ? Le doigt en latin. Ok, donc il y a une certaine matérialité, ça donne une matérialité à ce terme. En même temps, le digital, c'est le monde du numérique, c'est dans le cloud. Ça reste quand même assez abstrait pour de nombreuses personnes. Donc déjà là, on identifie une espèce de paradoxe, je dirais. Et puis pour ce qui est du travail, c'est nommé digital labor par des personnes qui considèrent que ce sont des activités de travail, mais en même temps, ça pose la question, est-ce que c'est du travail ou est-ce que ce n'est pas du travail parce qu'il n'y a que ces personnes-là qui considèrent ces activités-là comme du travail, qui nomment le digital labor du coup. Et donc en creusant de cette façon-là, ça m'a permis déjà de poser les bases. Qu'est-ce qui est travail ou pas ? Et quand on regarde aussi dans les écrits, il y a une question, on a trouvé avec Cassandre qu'il y avait une question qui sautait un peu aux yeux, en tout cas qui baignait pas mal dans les différentes essais de définition qu'on retrouve, c'est la question de la précarité, de la précarisation de ces métiers-là. Mais est-ce que tu pourrais peut-être nous poser un regard un peu plus précis sur en fait finalement des métiers de beaucoup de sous-traitance, beaucoup de précarité et de paupérisation. En fait, est-ce que les digital labor en fait sont pas aussi liés à notre monde économique actuel quelque part, pour garder une lecture un peu macro ? En lisant les différents textes sur lesquels je me suis appuyée, j'ai vraiment ressenti que en fait l'émergence de ce type de travail, c'était un peu la rencontre entre un contexte et la nécessité. En fait, il y a toujours eu du tâcheronat, du micro-travail, du travail très peu valorisé. Sauf que là, en fait, le contexte économique actuel donne, et puis les contextes technologiques aussi, donnent un cadre
qui favorise la réalisation de ce mode de travail-là. Voilà, donc le fait de pouvoir mettre en place tout ce qui est crowdsourcing. Crowdsourcing, c'est le fait de s'appuyer sur les foules pour produire des contenus, pour faire réaliser un certain nombre de tâches. C'est possible parce que depuis il y a eu les réseaux sociaux, parce qu'il y a Internet, parce que c'est assez facile au final de mettre en relation des personnes qui ont, en tout cas des entreprises qui ont des tâches à proposer, voire même parfois des particuliers, et des personnes qui peuvent les réaliser. Voilà. Et de la même façon, en fait, si on se place du point de vue des personnes qui réalisent des digital laborers, en fait, maintenant, on est à peu près tous dans le monde quasiment équipés de smartphones. On a presque tous Internet. Voilà, sauf peut-être au fin fond de l'Ardèche. Big up aux Ardéchois qui nous écoutent. Exactement. Non, mais enfin, voilà... je grossis un peu le trait, mais voilà, il y a un certain nombre d'avancées technologiques qui permettent en fait la structuration de ce marché du travail là. Aussi dans les écrits, là dans ton mémoire, là dans ton travail pour le CNAM, on lit aussi un truc. T'as écrit un truc super intéressant sur la question de rematérialiser ce travail immatériel, en tout cas de lui redonner une matérialité en le nommant. Parce que finalement, comme tu disais, beaucoup de en ligne, beaucoup de digital. Donc finalement, est-ce que ce travail existe par sa matérialité ? Donc est-ce que finalement le nommer, c'est pas un moyen de le refaire exister ? De mon point de vue, oui. Du point de vue des auteurs sur lesquels je me suis appuyée, en tout cas certains aussi. C'est ce que je disais avec l'aspect digital. Je pense que il n'y a pas eu de débat. En tout cas, je n'ai pas lu de débat sur digital versus numérique. Je n'ai pas lu, on aurait peut-être dû appeler ça travail numérique ou... Alors, après, c'est vrai que le terme digital est d'une part en vogue et d'une autre part, en tout cas, devenu très classique pour nommer les activités numériques. Mais chez les auteurs qui ont... questionner le digital labor, il y a eu vraiment la volonté d'appuyer un peu sur le doigt pour matérialiser l'aspect du clic avec le doigt en fait, et cet aspect répétitif. Et l'aspect répétitif fait écho dans l'histoire du travail aux lignes de production. On a l'impression que, en tout cas dans ce qu'on lit, les digital labor, c'est des boulots de complément sans en être, parce qu'il y en a qui en vivent. Donc c'est pour ça que je te parlais avant on parlait de paupérisation, de précarité, qui est un peu un écosystème pour les digital labor. Et donc il y a cet enjeu très compliqué c'est un boulot bouche-trou. On met à distance le vrai terme du travail, le vrai terme, en tout cas le terme un peu plus solennel du travail. Qu'est-ce que t'en penses un peu de ça pour un peu commenter ce propos-là ? Derrière ces questions-là, et au final c'est derrière les quelques dernières questions que tu as posées, il y a la question de l'invisibilisation, de la mise en visibilité ou non, qui est quand même au cœur de notre travail d'ergonome. La question de l'invisibilisation, elle permet vraiment de mettre en lien et l'aspect matérialisé, redonner de la matérialité, et l'aspect... bouche-trou, éloigné du travail, ce n'est pas censé être du travail vu que c'est une activité, un à côté. Aujourd'hui en France, le cadre juridique met l'accent sur le lien de subordination, en fait, ce qui met complètement de côté l'aspect revenu principal, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui pour lesquelles ces activités-là sont des activités principale. Il y a beaucoup de pays où la main-d'œuvre est peu chère et où le droit du travail est quasi inexistant, également où en fait c'est une activité principale. Donc est-ce que ce qui va me permettre de générer la majorité de mes revenus, voire la totalité de mes revenus, est-ce que c'est ça mon travail ? Voilà. Donc c'était une question en fait qui était importante pour moi. En tout cas, je l'ai abordé. Donc, il y a cet aspect-là, revenu principal, mais il y a également cet aspect lien de subordination. Et aujourd'hui, le législateur français, en France, on a choisi de mettre l'accent sur le fait qu'il n'y avait a priori pas de lien de subordination. Entre les plateformes, les prescripteurs, quelque part, les demandeurs, les personnes qui proposent les tâches et les personnes qui les réalisent. Voilà, donc là, ça va poser toute la question derrière, des aspects qualité, des aspects est-ce qu'on va valider ou pas une tâche, cet aspect bouche-trou quelque part, ou cet aspect vraiment side job.
En fait, ce n'est, de mon point de vue, qu'une partie de la problématique. Eh ben, merci Célia de nous avoir apporté un peu plus de lumière sur le digital labour. Donc aujourd'hui, il existe 3 catégories de digital labour. Donc la première catégorie est celle de l'économie à la demande. La seconde est celle du micro-travail et la troisième est celle de la prosumption. Lors de cet épisode, on va surtout se focaliser sur les 2 premières catégories, donc l'économie de la demande et le micro-travail. Donc du coup, Célia, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces catégories-là et puis nous dire qui sont les acteurs ? Donc l'économie à la demande. Pour donner un peu une idée des types d'activités qu'on va retrouver dans cette catégorie-là, je peux citer les chauffeurs Uber, les livreurs Deliveroo et les personnes qui mettent leurs biens en location sur Airbnb, par exemple. Voilà, donc ça donne déjà une bonne idée du type d'activité qu'il y a derrière. Ce qui va être un peu caractéristique derrière, c'est qu'il y a une espèce d'hyperconnexion en fait avec ces plateformes-là. Parfois, c'est un peu du 24 heures sur 24, tant et si bien que Airbnb a fini par mettre en place un système de réservation instantanée où il n'y a même plus besoin de valider les demandes, parce qu'en fait, il y avait vraiment une volonté de répondre aux clients qui soumettaient des demandes. Et puis, il y a ce qui est hyper important, en fait, c'est qu'il y a 2 particuliers qui entrent en contact à travers une plateforme. Voilà. Donc ce point-là fait vraiment partie des caractéristiques de cette forme de travail. Après, évidemment, si on essaie d'aller plus loin, en fait, ça rapidement délimite le fait de vouloir à tout prix créer une catégorie homogène, parce que entre une personne qui va chercher des repas et les livre et une personne qui loue son appartement en Airbnb, en termes de nature de l'activité, ça reste quand même extrêmement différent. Voilà. La seconde catégorie, le micro-travail, là, ça va plutôt être quelque chose où on va retrouver, une catégorie où on va retrouver beaucoup de micro-tâches. Et je vais citer un acteur que je trouve particulièrement intéressant dans cette catégorie-là, c'est Amazon Mechanical Turk. Pourquoi je le trouve super intéressant ? Parce qu'en fait, son nom dit tout. Amazon Mechanical Turk, ça veut dire le turc mécanique d'Amazon. Et en fait, c'est quoi un turc mécanique ? C'est quoi le turc mécanique ? C'est je sais plus si c'est un mythe ou une histoire réelle, où en fait, il y avait un petit automate sur lequel n'importe qui pouvait se mesurer à cet automate pour jouer aux échecs. Et donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui perdaient, et donc ça permettait de mettre en valeur le progrès technologique, la machine, etc. Donc, tout ça fait grand bruit, au final, pour se rendre compte que dans la machine, il y a une personne de petite taille et visiblement d'origine turque qui en réalité jouait aux échecs. Voilà. Donc qu'est-ce que ça raconte en fait, ce nom ? Ce nom raconte que derrière l'automatisation, derrière l'automate, derrière la machine dite autonome, en réalité il y a un humain qui gère tout. Il y a de l'activité humaine. Et à un moment tu as parlé de micro-tâches. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce terme ? Ouais, alors les micro-tâches, sur Amazon Mechanical Turk, je parlerai de AMT par la suite. Sur AMT, en fait, il y a de nombreuses tâches qui relèvent de renommer des images, de façon à ce que les images soient correctement nommées, étiquetées, taguer des contenus, regarder des images et mettre des mots-clés de ce que contiennent les images associées à ces images-là, etc., etc. À quoi ça sert ? Ça sert à nourrir, à feeder les algorithmes. C'est-à-dire qu'il y a des programmes qui reposent sur des algorithmes et admettons que, je sais pas, je recherche une image dans un
moteur de recherche pour images payantes, par exemple, il faut que ces images soient correctement étiquetées. Qui va le faire ? En fait, ce n'est pas défini, ce n'est pas identifié automatiquement. Il y a quelqu'un derrière qui, très souvent, a tagué ce contenu-là et a noté chat, vie de bureau, post-it, atelier, workshop. D'accord. Donc, en fait, quand on parle de micro-travail, en fait... ça va plus concerner des personnes qui vont, du coup, des travailleurs ou des travailleuses qui vont être derrière un ordinateur à nourrir des algorithmes. La finalité est très souvent de nourrir des technologies de type algorithme, machine learning, etc. Voilà. Et donc, du coup, la troisième catégorie, donc la presumption, est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu rapidement, parce que voilà, c'est pas là-dessus qu'on va faire un focus par la suite, mais... Cette catégorie, en fait, elle était... Je me demande si c'est pas par celle-là que je me suis questionnée, en fait, sur toutes ces formes du travail. Pourquoi ? Parce qu'il y a 10 ans, j'ai commencé à travailler sur comment les plateformes numériques... Il y a 10 ans, c'était l'émergence de Facebook, des réseaux sociaux, etc. Et donc, je me suis questionnée, mais qu'est-ce que c'est tout ça ? Sur quoi ça repose ? C'est le monde réel, mais c'est pas le monde réel. C'est physique, mais c'est pas physique. Et puis derrière, il y a la question vraiment des data centers, des données... Et on en vient vite à la question des données, en fait. Et donc, cette forme de micro-travail, de digital labor, pardon, cette catégorie de digital labor repose sur l'usage par un public d'un service en ligne. Par exemple, je like des photos sur Facebook, je mets, en fait, selon que je mette un pouce, un cœur ou un mort de rire, ça va taguer le contenu différemment. Donc, quelque part, je vais taguer le contenu. Donc, si, par exemple, on va prendre une news, une actualité qui vient de sortir, en fait, en analysant les catégories de réactions, puisque ce sont des réactions, à la base, c'était des likes, mais maintenant, ce sont des réactions, ça permet, en fait, de mesurer le rapport que le public a à ce contenu-là. Voilà. Donc, voilà un des usages. Et donc, en fait, moi, quand je vais liker, quand je vais dire je suis contente, je suis pas contente, etc., de mon point de vue, je ne suis pas en train de catégoriser un contenu, de le taguer, de le qualifier. De mon point de vue, je suis en train de communiquer avec la personne qui l'a posté et éventuellement être un peu en mode multi-adressage parce que de toute façon, c'est montré à peut-être tous les amis de la personne qui a affiché ça sur son mur. Je ne suis pas en train de travailler, en fait. Je consomme un service. Je ne produis pas de données qui peut être utilisée de façon à catégoriser ce contenu-là. Voilà. Et donc, c'est sur ça que ça va un peu se jouer. Et donc, il y a des auteurs qui parlent, je pense notamment à Cassili, qui parlent vraiment du fait d'intercepter en fait, nos activités de façon à transformer ces activités-là en activités créant de la valeur, alors que moi, je n'ai pas l'intention de créer une valeur marchande en ayant cette activité-là. Voilà. Et donc, c'est un peu ça qui mène un peu à la question, mais en fait, qu'est-ce qui est travail ? Est-ce que c'est travail parce que, de mon point de vue subjectif, je suis en train de travailler, ou est-ce que c'est parce que ça génère de la valeur financière derrière ? Voilà. Donc, comme l'a dit Cassandre, donc on va se focus sur les 2 premiers axes pour pas que le podcast soit non plus trop long. Et donc, on va se focus, donc, comme j'ai dit, sur les 2 premiers. Et on va commencer donc par l'économie à la demande. Peut-être le moyen le plus facile de rentrer sur la question des digital labor pour nos auditeurs et auditrices, parce que la question de l'ubérisation, et donc ça touche Uber, Deliveroo, etc. Plusieurs plateformes en tout cas qui ont pris ce modèle économique-là. Les gens les voient. Et il y a des conditions de travail que les gens voient, j'imagine, Célia. Je pense qu'on a un imaginaire collectif de ce que c'est, peut-être, mais je pense qu'on n'arrive pas à s'imaginer à quel point c'est compliqué et les conditions de travail sont assez terribles. Est-ce qu'on pourrait déjà revenir dans un premier temps sur leurs conditions de travail à ces gens-là, pour revenir un peu sur leur activité ? Le cas de figure le plus, je pense le plus évident de mon point de vue en tout cas par lequel commencer, c'est celui des livreurs à vélo ou en scooter. En fait, on fait appel à eux notamment dans les cas où il pleut dehors, il fait froid, j'ai envie d'un repas chaud et satisfaisant.
je vais commander. Voilà. Donc, si on part de ce principe assez simple, faut se dire que la personne qui va sortir et affronter la pluie, affronter le froid, qui c'est ? En fait, ça va être mon livreur. Voilà. Donc, d'une part, ce sont des personnes qui travaillent dehors, donc qui doivent gérer tout ce qui est conditions climatiques, que ce soit tant les jours de canicule que les jours de grand froid, quand il neige, quand il y a du verglas, quand il pleut, etc. On peut ajouter à ça le fait que ce sont des personnes qui travaillent sur la route aussi, et sur la route en ville. Voilà, donc sur la route en ville, ça implique un certain nombre d'accidents. Et aujourd'hui, maintenant il y a eu quelques documentaires qui parlent de ces formes de travail-là, mais il est très très facile, en interrogeant ces travailleurs, d'obtenir des exemples d'accidents du travail, où je me souviens d'un documentaire sur peut-être France TV, où il y a un des livreurs qui disait, moi hier je suis tombé, je me suis cassé la dent, mais en fait il faut que je travaille, quoi. Donc j'ai ramassé ma dent, je l'ai mise dans ma poche et puis j'ai continué à travailler. Voilà, donc c'est des conditions de travail qui sont assez difficiles. Après, si on parle des chauffeurs Uber, en fait, quel accès, par exemple, à des toilettes, travailler de jour comme de nuit, quels sont mes horaires de travail, est-ce qu'il y a bien des pauses réglementaires de 15 minutes entre toutes les 2 heures de conduite, quand je n'ai pas de course, où est-ce que je me pose avec ma voiture, etc. Voilà. Ça, on l'avait vu avec l'équipe de rédaction quand on a construit cet épisode. 2 choses. La première, c'est que, en effet, il y a un référencement des cyclistes qui décèdent, en tout cas liés et qui ont des accidents. En 2020, on parle de 911 cyclistes blessés et 8 morts selon l'Institut d'Escale. Alors, on parle de ces cyclistes qui sont décédés, des accidents, mais est-ce que ce serait pas lié aussi à une recherche de la performance ? Parce que dans ces métiers-là, c'est un travail avec un algorithme, on travaille avec son téléphone, le téléphone devient le patron, et il y a quand même une recherche de performance, et il y a plusieurs stratégies pour rester dans ces critères de performance. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu c'est quoi les critères de performance pour ces livreurs-là ? Quand je donnais l'exemple de ce livreur qui dit « je ramasse ma dent, je la mets dans ma poche et je continue à travailler », derrière... évidemment, il y a la question de la performance. La question de la performance du point de vue de qui ? Du point de vue de la plateforme, c'est d'être corvéable à merci. Voilà. C'est-à-dire que il faut que les livreurs répondent tout de suite aux demandes qui leur sont faites. Ils reçoivent des notifications. Il faut qu'ils se mettent à tout prix en marche tout de suite. Tout de suite, faut partir, faut y arriver le plus vite possible. Donc, faut répondre rapidement, déjà pour avoir la course, parce qu'il y a d'autres personnes sur le coup. Donc, quelle stratégie ils vont mettre en place ? Par exemple, rester autour des restos autour desquels il y a beaucoup de demandes. Voilà, donc on peut les voir dans le 9e arrondissement, dans le 11e rue du Faubourg Saint-Antoine, là où je passe assez régulièrement. Et en fait, il y a toujours 5, 6, 10 livreurs qui sont posés sur le trottoir avec leur vélo et en fait qui attendent. Voilà, ils attendent, ils parlent entre eux. Il y a cette première partie de la course qui nécessite de la performance. Faut arriver à temps pour récupérer le repas. Une fois que le repas est mis dans les mains du livreur, il faut arriver le plus vite possible chez la personne qui doit se faire livrer, chez le client. Donc en fait, quand on commande, il y a toujours des délais de livraison qui sont annoncés. Et au tout début de ces plateformes-là, les promesses qui étaient faites, c'était livraison en 20 minutes, livraison en un quart d'heure. Il y avait un timing qui était annoncé et c'était sur ça qu'ils jouaient. Et d'ailleurs, on le voit là avec les livraisons des courses à la maison. C'est le timing qui est vendu. Vos courses en moins de 15 minutes, vos courses en moins de 20 minutes. C'était en tout cas les premières promesses qui étaient faites dans les pubs quand tous ces services-là sont apparus. Voilà, donc c'est une course après le temps qui nécessite d'outrepasser un certain nombre de règles de sécurité, comme s'arrêter au feu rouge,
Par exemple, voilà, on le voit en tout cas dans les grandes villes, on voit les livreurs en fait griller les feux rouges tout le temps pour pouvoir optimiser leur temps de trajet. Et tout ça, en fait, ça représente énormément de risques en fait pour eux. Aussi un point peut-être qu'on pourrait aborder, c'est la question de l'algorithme. La question de l'algorithme, c'est que le patron, c'est une plateforme. La plateforme, c'est à la fois des gens derrière, mais il y a aussi un algorithme. Et en fait, ces travailleurs et ces travailleuses n'ont pas de visibilité sur quels sont les critères de cet algorithme-là. Donc, est-ce que ça freine pas aussi leurs critères de performance ? Il y a un phénomène de black box qui se crée, une boîte noire où on ne sait pas ce qu'il y a dans notre téléphone finalement, à part une application, même si elle est toute belle. On ne sait pas ce que veut l'application, non ? Parce qu'on parle des critères temporels, mais est-ce qu'il n'y a pas des critères aussi parfois un peu cachés, potentiellement détenus par la plateforme Alors, il y a de nombreux livreurs qui expliquaient que quand ils ont commencé leur activité, en fait, au plus tu prends de courses et au plus on te propose de courses. C'est pour ça que je disais, le critère, ça va être d'être corvéable à merci, en fait. C'est-à-dire que quand ces livreurs commencent à travailler, en fait, ils allument leur application, ils se mettent en mode... ils switchent en mode je suis en train, donc je peux prendre des courses. Et donc, il y a une mesure, en fait, de ce temps de disponibilité, on va l'appeler comme ça, de ce temps de disponibilité de la part des algorithmes. Et donc, au plus un livreur est disponible, au plus on va lui donner, en fait, on va lui proposer des courses. Ce qui est un peu paradoxal avec le fait que le digital labor est censé ne pas être la principale activité des gens, quoi, qui le pratiquent, je trouve. Encore une contradiction, donc. Aujourd'hui, les livreurs ont beaucoup de difficultés à identifier si on leur propose de plus en plus de courses parce que ils sont bien notés, parce qu'ils ont eu beaucoup de pourboires, si c'est basé sur des critères géographiques, parce qu'il y en a parfois qui se retrouvent à faire des chemins qui sont un peu... ils sont appelés pour un resto qui est hyper loin de là où ils se situent au moment où ils reçoivent la notification. Donc la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un resto qui a besoin d'envoyer un repas qui est plus proche de moi ? Voilà, donc il y a effectivement un phénomène de black box. Après, derrière ces algorithmes, il y a aussi des humains. C'est un peu tout le monde, le monde du web où derrière la technique, il y a des humains. Il y a toujours des humains. L'algorithme a peut-être, c'est une hypothèse que je fais, a peut-être aussi bon dos pour dissimuler peut-être une volonté de déstabiliser, de maintenir dans la précarité par des conditions de travail compliquées, par une attribution un peu aléatoire des courses. C'est vraiment une hypothèse, c'est une hypothèse que je fais sur la base de ce que j'ai entendu quand des livreurs racontaient leurs expériences. Pour recoller un petit peu aussi avec toi ce que tu as pu produire avec le CNAM, que peut l'ergonomie finalement pour clôturer cette partie sur l'ubérisation ? On aurait bien aimé avoir ton point de vue finalement sur comment l'ergonomie peut se saisir de ces situations de travail assez particulières, même si on a des travaux qui se font de plus en plus autour de ce genre de métier. C'est quoi les enjeux peut-être pour le monde du travail et aussi peut-être après revenir, je pense que ça aidera pas mal les ergonomes, les jeunes ergonomes et ergonomes qui nous écoutent actuellement sur est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles manières d'intervenir dans ces milieux-là ? Je vais peut-être commencer avec que peut l'ergonomie. Ce que peut l'ergonomie souvent, c'est de mettre le travail en visibilité. Le travail réel en visibilité. À quoi ça sert ? Déjà, ça sert à... Il y a un déni, en fait. Quand on refuse de qualifier le travail des digital laborers de travail, il y a un déni. Parce que ces personnes-là vont au travail le matin quand elles allument leur ordinateur et qu'elles renomment un certain nombre de fichiers, qu'elles mettent en place des stratégies pour organiser leurs fichiers, pour organiser leur temps de travail, etc. On est pleinement dans une activité de travail qui, en plus, est intentionnelle et vécue comme telle. Ensuite, il y a mettre en visibilité, en fait, ça permet la reconnaissance de ces travailleurs comme des travailleurs, et donc de se poser la question de la précarité qui est derrière. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui n'ont pas de contrat de travail. Parfois, ces personnes, les digital laborers, vont réaliser des tâches et en fait ne sont pas rémunérés. Pourquoi ne sont pas rémunérés ? Parce qu'en fait, c'est pas qualitatif. Donc on revient sur la question de la qualité. Et en fait, peut-être que la façon dont ils ont compris et interprété la tâche ne convenait pas, n'était pas en adéquation avec ce qui était attendu. Certes, comment débattre en fait des attendus ? Comment affiner la demande ? Comment re-questionner tout ça ?
Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Très souvent, pour les travailleurs qui effectuent des micro-tâches via des plateformes ou qui sont, par exemple, livreurs, chauffeurs Uber, etc. Si on continue sur les questions d'invisibilisation et de déni, en fait, le fait de nier la réalité activité de travail, ça sert en fait à nier tous les droits qui sont associés aux activités de travail. Pourquoi nier ces droits-là ? C'est pas une volonté de nuire en fait aux gens, c'est une volonté de faire des économies, une volonté de payer du travail très peu cher. Ce n'est pas pour rien que ces plateformes font des campagnes d'acquisition pour toucher des populations qui sont dans des pays où le travail est très très peu cher. Parce que quand dans des pays très très peu chers, on va dire que le salaire mensuel moyen va être de 200 € et qu'avec ces plateformes-là, les travailleurs peuvent gagner 300, 400 € parfois, parce que certains vont commencer à se spécialiser, vont commencer à comprendre comment avoir des tâches qui rapportent plus que d'autres, etc. Ou à mettre en place des stratégies qui leur permettent de gagner de plus en plus de temps et donc d'être de plus en plus efficients. C'est tout un système en réalité qui fait qu'on a des plateformes qui veulent payer un travail le moins cher possible et le faire par des personnes qui se feraient peut-être payer encore moins cher que ce que les plateformes ont à proposer. Vu que derrière, la logique, c'est de payer le moins cher possible pour du travail, les droits liés au travail, ça coûte cher. Un arrêt maladie, ça coûte cher. La formation, ça coûte de l'argent. Voilà. Et si on liste tous les droits des travailleurs, en fait, tout ça, ça représente des coûts très importants pour une entreprise. D'où la volonté d'externaliser, que ce soit externalisé auprès de consultants parfois, que ce soit externalisé auprès de micro-travailleurs, ou à peu importe. En fait, derrière, il y a toujours des logiques de coûts. Comment on intervient dans ce genre de milieu pour les ergonomes et les jeunes ergonomes qui nous écoutent, notamment comment on intervient dans ces milieux de travail si particuliers ? Et comment en fait si on est amené à faire des observations, qu'est-ce qu'on va aller observer ? Parce que là, ce que tu nous as dit, c'est que y a d'un côté les clients, il y a du coup celui qui prend les commandes Uber, et puis ensuite il y a les algorithmes derrière. Donc qu'est-ce qu'on regarde en fait dans tout ça ? Je pense que tout dépend du paradigme dans lequel on se situe. Est-ce qu'on considère l'algorithme et la machine comme une entité à part entière ? Est-ce qu'elle fait partie de l'équation ou pas ? Dans quelle mesure ? Est-ce qu'on a l'opportunité d'aller déconstruire cet algorithme-là pour essayer de comprendre comment, par exemple, les attributions de courses sont faites. Aujourd'hui, il y a il y a cette question de la visibilité et de l'invisibilisation qui a lieu à différents niveaux. Je parlais de l'invisibilisation du travail, etc. Mais il y a également l'invisibilisation de tout le système technique. Ce n'est pas pour rien que aujourd'hui les algorithmes, en fait, on ne sait jamais trop comment ils sont composés. Voilà. Donc, je pense que c'est une réelle question à se poser. Quand on n'a pas cette donnée-là, comment est-ce qu'on fait pour définir et pour débattre des critères de qualité du travail ? C'est quoi un travail de qualité dans ces conditions-là ? Est-ce que c'est le travail que j'estime bien fait ? Visiblement non, vu que en fait, le travail que j'estime bien fait, si la plateforme estime qu'il n'est pas bien fait, je ne gagne pas d'argent. Or, je travaille pour gagner de l'argent. Voilà. Donc, est-ce que c'est un travail qui, je sais pas, qui colle à la tâche telle qu'elle est décrite, vraiment au pied de la lettre ? Oui, mais s'il y a des ambiguïtés, si je peux interpréter, est-ce que c'est formulé de façon à vraiment ne me laisser aucune marge de manœuvre et que je puisse juste en fait effectuer quelque chose et rendre quelque chose qui est en parfaite adéquation avec ce qui est attendu. Or, il y a des tâches, par exemple, qui consistent à traduire des textes. Mais je pense qu'il y a matière à débat très facilement à ce sujet-là.
Alors après avoir abordé l'économie à la demande et les livreurs Uber, je vous propose que l'on discute du micro-travail en prenant l'exemple des modérateurs. Alors Célia, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces modérateurs ? Alors, le travail de modération consiste à regarder un certain nombre de contenus qui sont postés sur les réseaux sociaux et à les modérer, c'est-à-dire à dire c'est ok, c'est ok pour que ça reste en fait en ligne, ou alors il faut la retirer. Ces contenus peuvent être de diverses natures et donc parmi les exemples les plus compliqués à gérer, les plus difficiles à gérer. On va retrouver des vidéos de décapitation, des vidéos de viol, des vidéos de pédopornographie, etc. Voilà. Et donc, le travail des modérateurs consiste à regarder ces contenus pour en fait, dire on va les laisser en ligne ou pas. Donc, évidemment, pour les exemples que je viens de donner, ça ne fait pas trop de débat. Il faut les retirer, en tout cas de leur point de vue. Ils n'ont pas de difficulté à arbitrer. Il faut les retirer. La difficulté va résider dans le fait que il faut regarder. Il faut regarder ces contenus. Et donc, il y a des modérateurs qui sont devenus un peu experts en décapitation. Voilà. Donc, c'est un peu des monsieur, madame, tout le monde qui sont confrontés à cette violence-là. Et donc, c'est assez difficile à gérer pour eux. Ça, c'est un premier cas. Puis, un deuxième cas, il y a des questions d'arbitrage. C'est-à-dire que, admettons, on prend un couple de femmes qui s'embrassent. Ce type de contenu peut être signalé sur les réseaux sociaux et donc devra être modéré par ces modérateurs. En fait, est-ce qu'un couple de femmes qui s'embrassent, c'est OK pour que ça reste sur les réseaux sociaux ou pas ? Voilà. Et donc là, ça pose la question de si je suis dans un pays où il est admis que l'homosexualité n'est pas du tout OK, doit être pénalisée, ou alors que peu importe où je suis, en fait, que c'est ma conviction, ma croyance personnelle, en fait, qu'est-ce que je fais ? Je le supprime ou je le laisse ? Voilà, donc ça pose des questions d'arbitrage à ce niveau-là. Et donc derrière, ça pose la question de qui va donner les règles. Et donc là, il y a les plateformes qui entre en jeu. Est-ce que les règles que Facebook, Twitter, etc. Donnent à ces modérateurs sont suffisamment claires pour que ça leur permette d'arbitrer facilement ou pas ? Je pense que même si les règles restent claires, il y a toujours des images et des cas de figure qui ne rentreront dans aucune catégorie et qui du coup resteront matière à débat. Mais il y a de nombreux modérateurs. En fait, les modérateurs peuvent travailler soit vraiment dans les structures chez les plateformes pour Facebook, etc., soit dans des entreprises auxquelles les réseaux sociaux, en tout cas les plateformes, vont sous-traiter la modération, soit être complètement indépendants et là travailler sur des plateformes, vraiment être chez eux, sur leur ordinateur, dans un café ou peu importe, pour effectuer ce travail-là. Voilà. Donc, je pense aussi que selon le cadre dans lequel il se situe, l'analyse doit se faire autrement. Les acteurs de la situation ne sont pas les mêmes. Et il y a déjà eu des interventions d'ergonomes auprès des modérateurs ou... Pas que je sache, pas à ma connaissance. C'est vrai que j'ai réalisé ce travail-là il y a 2 ans et demi par là. Depuis, je garde un œil sur la thématique et notamment sur la question de la modération, parce que je trouve qu'il y a une violence en fait dans ce travail-là qui est assez, qui me frappe, qui me touche personnellement. Et nous sommes toutes et tous, qu'on le veuille ou non, consommateurs, consommatrices de ces contenus-là. Ces contenus peuvent à tout moment être signalés, ne serait-ce que via LinkedIn en fait. Alors, parfois, j'ai des personnes qui me disent « Oui, mais non, moi, Facebook, etc., c'est pas trop mon truc. » Oui, mais déjà, via LinkedIn, on peut signaler des posts. Donc, derrière, il y a des modérateurs qui travaillent là-dessus. Et donc, moi, en réalité, je n'ai pas eu connaissance spécialement d'intervention. Et d'ailleurs, si quelqu'un parmi les auditeurs, auditrices a connaissance d'intervention à ce sujet-là, je prends. Est-ce que tu t'es déjà imaginé intervenir dans ce milieu-là ? Et si oui, comment est-ce que toi, tu interviendrais ?
en tant qu'ergonome? En fait, j'y ai réfléchi. Et je me suis dit déjà comment identifier ces différents types de travailleurs. Les livreurs, les chauffeurs, etc., on peut dire que je peux les croiser, donc je peux aller leur parler. Si je veux parler à des microtaskers qui travaillent via AMT, c'est une autre histoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces personnes signent des NDA, c'est-à-dire des documents où en fait ils ont obligation de ne pas parler de leur travail et de dissimuler en fait, enfin en tout cas de maintenir secrètes toutes les activités qu'ils réalisent pour ces plateformes-là. Donc on reste encore dans l'invisibilisation. Et donc comment entrer en contact avec ces personnes-là ? Alors il y a bien des forums. On peut trouver des forums, mais en fait, dès qu'on commence à poser des questions... Et donc, il y a une autrice, Sarah T. Roberts, qui a écrit à ce sujet-là et qui expliquait en fait que ça a été un peu la croix et la bannière pour effectuer ses recherches sur le digital labor, parce qu'elle a eu beaucoup de difficultés à entrer en contact avec des microtaskers. Et je me souviens avoir lu qu'en fait, dès qu'elle expliquait qu'elle voulait juste poser des questions parce qu'elle était journaliste ou autre, elle se retrouvait face à en fait, des silences. Elle se faisait littéralement ghoster. Voilà. Donc, dans ces conditions, comment avoir accès aux travailleurs. Bon, après, ça fait écho à des problématiques que les ergonomes connaissent bien, le fait de ne pas avoir accès aux travailleurs. Voilà, donc quelles sont les stratégies mises en place habituellement pour faire face à ces difficultés-là en intervention. Quand on questionne les plateformes, en général, il n'y a pas de retour, ou alors il faut évidemment que le discours nourrisse leur communication et leur storytelling. Donc tout de suite, ça ferme des perspectives aux ergonomes qui veulent mettre en visibilité un travail que les plateformes souhaitent rendre invisible. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire justement avec cette plateforme-là en amont, avant d'aller pouvoir voir ces travailleurs et travailleuses ? Tout dépend des plateformes, parce qu'on a vu récemment des plateformes de livraison de repas faire signer des CDI aux livreurs, les former. Voilà, ça existe. Ça se fait. Mais ça reste quand même à la marge. Ça reste à la marge. Une des difficultés principales de l'accès à l'activité est aussi les NDA. Ces NDA qui sont là pour protéger en fait les contenus, en tout cas chez les modérateurs, les contenus qui sont manipulés par les travailleurs, mais également en fait les conditions de travail, les règles autour du travail. On le voit sur les réseaux sociaux à chaque fois, le tollé que ça fait quand il y a des contenus qui, du point de vue de certains utilisateurs, ne devraient pas être modérés, en tout cas supprimés, et qui le sont. Quand un profil se fait shadowban sur Instagram, pourquoi, comment ? On ne sait pas en tant qu'utilisateur. Donc le NDA participe aussi de du maintien de cette invisibilisation-là. Après, il y aurait éventuellement une autre possibilité. Encore une fois, ça reste très à la marge, mais il y a des syndicats de livreurs qui se sont créés. Donc, une des possibilités serait de passer par les syndicats. S'il n'y a pas de dialogue possible avec les plateformes, ça reste compliqué. Parce que tout de suite, la plateforme qui est le prescripteur dans la situation, en fait, on ne peut pas travailler avec lui, avec elle. Par contre, ça ouvre la porte à travailler sur les aspects collectifs, à la création d'espaces de débat au sein des collectifs de travail. Ça peut peut-être même participer de la fabrication d'une culture de la sécurité pour ces personnes qui sont... alors, je me place là inconsciemment, mais du coup je vais le dire pour que ce soit plus clair. Je me place dans le cadre des livreurs à vélo. Une intervention au sein des collectifs pourrait éventuellement concerner la création d'une culture de la sécurité, d'élaboration de règles de sécurité dans un contexte où la performance est extrêmement difficile à produire et où la performance va nécessiter de minorer l'aspect sécurité en fait dans son travail. Si ça ne se fait que du côté des livreurs, qu'est-ce que ça peut réellement apporter ? Peut-être qu'on pourrait faire l'hypothèse que créer des critères de qualité, débattre de critères de qualité, créer une culture de la qualité, une culture de la sécurité au sein de ces collectifs-là permettrait de donner plus de poids aux collectifs
au syndicat en tant que collectif, de façon à aller ne serait-ce qu'initier un dialogue avec les plateformes, parce que les plateformes ont besoin en fait d'avoir un certain nombre de livreurs qui sont performants pour se reposer, ne serait-ce que sur ces bons travailleurs-là qui produisent des prestations de qualité en leur nom. Même si à côté, évidemment, la main-d'œuvre ne manque pas. Parce que on le voit quand on se fait livrer, il y a beaucoup de personnes sans papier qui vont louer des autorisations, des licences, des comptes en tout cas, à des personnes qui sont légitimes du point de vue de la loi française pour travailler, en tout cas pour ouvrir un compte sur ces plateformes. Et donc, qui prennent un petit pourcentage alors que c'est elles qui réalisent tout le travail. Donc, ça pose vraiment la question. Je trouve que c'est une question très compliquée dans la mesure où, en fait, ok, très bien, tu peux te plaindre et tout ça, mais de toute façon, derrière, on trouvera toujours de quoi te remplacer. Donc, si tu ne te plies pas à nos conditions, en fait, tu peux arrêter. Voilà. De toute façon, tu n'es lié à nous que par des conditions générales d'utilisation. Tu utilises notre plateforme. Tu n'es pas notre subordonné, tu es utilisateur de ce service, donc tu es libre de ne plus l'utiliser. Merci Célia en tout cas d'être venue au micro de Parlons Peu, Parlons Ergo pour nous parler du Digital Labour. J'espère que ça t'a plu. Écoutez, j'ai adoré. Je tenais à remercier la personne qui m'a encadrée dans ce travail-là, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a vraiment parfois aidée à me positionner en tant qu'ergonome, parce qu'à l'origine, j'étais partie sur des questions de philosophie, notamment avec Bernard Stiegler, qui parle de disruption et tout ça. Merci Tamari Gamkrelidze, qui est, il me semble, encore doctorante au CNAM, et qui a été d'un soutien précieux à ce travail-là. Et on espère qu'elle écoutera l'épisode et qu'elle écoutera cette dédicace. Très belle en tout cas. Un petit instant si publicité, merci aussi les patriotes de soutenir le projet Parlons Peu, Parlons Ergo. C'est grâce à vous qu'on est de plus en plus indépendant. N'hésitez pas à aller dans la description de l'épisode pour soutenir le projet Parlons Peu, Parlons Ergo. Merci bien entendu à Préventica, notre partenaire de saison 2. Pareil, toutes les infos sont dans l'épisode. L'équipe de rédaction, Théo Porret, Betty Apavou, Eva Goulois et Océane Franzé. Et merci Cassandre pour cet épisode. Merci à toi Thibaut. Le retour de ce magnifique duo d'épisodes d'1 heure. Peut-être que pour une fois, on va faire un épisode un peu plus court, qui sait. Mais en tout cas, merci tout le monde. Aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur Podcastix. De toute façon, nous sommes sur tous les plateformes de streaming connues, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, nous sommes de partout. LinkedIn et Instagram pour suivre notre actualité. Et merci de nous rejoindre et d'être de plus en plus nombreux derrière ce beau projet de podcast. À bientôt. À bientôt.